Cet épisode a été financé par vos dons et je vous remercie sincèrement pour ça, mais aussi en partie par Audible, notre partenaire d'aujourd'hui. Audible, c'est un service de livres audio qui vous donne accès à 600 000 titres, dont plus de 15 000 en français. Et justement à ce sujet, j'ai un truc marrant à vous montrer. Ok, donc ça c'est mon compte chez Audible. Bah, c'est surtout de la SF, des livres de science quoi. Hyperion d'ailleurs, c'est super si vous connaissez pas. Bref, regardez ça. Tadam! Il y a mon livre. On peut écouter un bout si vous voulez. Il est vrai que la foule est une étrange créature. Elle vit dans les transports en commun, dans les galeries commerciales ou dans les stades de football. Pour l'attirer, une poignée de cacahuètes ne suffit pas. Voilà, donc si vous utilisez le lien qui est en description, vous pouvez avoir 2 mois d'abonnement gratuit chez Audible sans engagement et vous pourrez donc écouter tranquillement mon livre sans rien dépenser en attendant la prochaine expérience. Voilà, allez, bonne vidéo. Il faudrait des exemples d'œuvres d'art collectives, donc des œuvres d'art mais qui sont produites par plusieurs personnes en même temps. Ah, je vais demander à Twitter. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? La Bubblegum Alley, c'est quoi ça? Ce mur recouvert de chewing-gum est une œuvre d'art collaborative produite par des milliers de passants. C'est un peu dégoûtant, mais ok. Quoi d'autre? Graffiti, tags, stickers, bien sûr, quand il y a plusieurs artistes qui se succèdent, ça peut donner des résultats vraiment cool. L'armée de laine, tricotée par plus de 500 personnes. Ok. L'univers SCP, chef-d'œuvre d'écriture collaborative. Les constructions collectives sur Minecraft, ouais, carrément. Les chaînes musicales sur TikTok, ah, ça c'est excellent, j'adore. Alors quand il n'y a pas beaucoup de connaissances sur un sujet, en général en science, on commence par classer les exemples qui existent. Les naturalistes par exemple font ça tout le temps, ils classent des animaux, des végétaux, les astrophysiciens classent des galaxies, les chimistes classent des éléments. Bref, classer des choses, c'est un des passe-temps favoris des scientifiques et c'est même une étape essentielle qui permet d'avoir une vision globale des différents mécanismes possibles. Et bien dans le domaine de la création collective, c'est exactement ça. On ne sait pas trop comment ça marche, alors on classe, on range et on compare les différents exemples. Il y a beaucoup de classifications possibles, il y en a même presque autant que de publics qui parlent du sujet. Du coup, je vais vous en montrer une que j'aime bien avec plein d'exemples et on va même l'illustrer avec des petites expériences marrantes. Allez, c'est parti. Un orchestre symphonique, par exemple, c'est quoi? On voit bien que c'est collectif, hein, il y a plein de musiciens ensemble, mais en même temps on se dit oui, mais il y a juste une personne qui a écrit les partitions pour tout le monde. La réalisation est collective, mais la conception, elle est individuelle. Et bien ça, justement, c'est la première distinction importante, le premier embranchement de notre classification. Est-ce que c'est une œuvre centralisée ou décentralisée? Alors c'est pas compliqué, hein, on comprend intuitivement ce que ça signifie. Si vous avez une œuvre centralisée, ça veut dire qu'il y a une sorte de chef artiste qui va d'abord concevoir l'œuvre tout seul et ensuite confier à une foule le soin de l'exécuter. Alors en général, les exécutants ont très peu de liberté créative, hein, ils doivent juste faire ce qu'on leur a demandé, comme pour le cas de l'orchestre symphonique où chaque musicien est tenu de suivre très précisément sa partition. C'est aussi le cas pour une pièce de théâtre, pour la haute couture ou pour un spectacle de danse. On a un créateur et une multitude d'exécutants. Alors même si la conception est centralisée, les exécutants peuvent avoir plus ou moins de liberté. Au théâtre, par exemple, les comédiens ont souvent une petite marge d'interprétation de leur rôle, et c'est justement ça qui donne du relief à l'œuvre finale. Si vous changez les acteurs, eh bien le résultat sera un peu différent. Regardez par exemple ce projet de l'artiste Aaron Koblin. Il a demandé à des dizaines de milliers de personnes de redessiner à la main chaque image d'un clip de Johnny Cash. Il a ensuite remis les dessins dans le bon ordre pour recomposer le clip. Et voilà le résultat. On a donc bien ici une œuvre avec une conception centralisée, dont la réalisation est collective, mais avec une marge de liberté assez importante, ce qui donne ce résultat assez étonnant. Alors on va tout de suite essayer de créer notre propre œuvre centralisée en appliquant ce principe, et c'est ma première expérience. C'est juste un petit exercice de dessin. Il y a des feuilles ici, avec un rectangle en haut, dans lequel il y a un modèle de dessin qui est dessiné, et un rectangle en bas qui est vide, et ici il y a des feutres. Et en fait, l'instruction est claire. Reproduisez ce dessin dans le cadre vide ci-dessous. C'est bon pour ce premier exercice? Question, ouais. Pierre? On est très très mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Tu le dessines mal. Il n'y a pas de problème. Ce qui va être intéressant après, c'est de
reprendre tous les dessins qui ont été faits, de les recoller les uns contre les autres pour reformer le dessin global. Celui-là, il est bien fait. Voilà, et une fois qu'on a collecté tous les dessins, eh bien, il suffit de les remettre dans le bon ordre pour voir apparaître l'œuvre collective. Alors, j'aime bien les puzzles, mais quand même, je ne vais pas le faire à la main. Je vais programmer tout ça, ça va aller plus vite. Et voilà. Allez, c'est parti. Malgré son rôle de simple exécutant, la foule a quand même réalisé une œuvre qui lui ressemble un peu. C'est pas juste une simple reproduction de l'original. Il y a des petites touches personnelles, des styles de dessin un peu différents. On a des imprécisions qui font partie de l'œuvre et même des petites formes de désobéissance. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une œuvre collective? Eh bien, oui et non. C'est effectivement un collectif qui l'a réalisé, avec une petite marge de liberté, mais sa conception, c'est le fruit d'une seule personne, ici en l'occurrence l'artiste Keith Haring. Alors en général, dans ma discipline, on s'intéresse plutôt au système décentralisé, donc sans chef, et c'est une autre branche de notre classification qu'on va explorer tout de suite. Dans la famille des techniques de création décentralisées, on a un nouvel embranchement qui concerne les œuvres cumulatives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien déjà, on est dans la branche décentralisée, donc il n'y a pas de chef, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et cumulatif, ça veut dire que les contributions de chaque personne vont s'accumuler au fil du temps. Et très important, on ne peut pas effacer ce que les autres ont fait avant nous. C'est comme un millefeuille si vous voulez. Chaque personne ajoute une couche sur ce qui existe déjà. C'est typiquement le mur de graffiti quand chaque graffeur va ajouter sa contribution à côté des graffitis existants. C'est aussi dans cette catégorie qu'on retrouve les chaînes musicales sur TikTok. Une personne s'enregistre en train de chanter et les suivants ajoutent progressivement des pistes musicales les uns sur les autres. Décentralisé, cumulatif. Alors évidemment, c'est un principe général qui peut s'appliquer à plein de supports différents et je vous propose de le tester tout de suite avec de l'écriture. Les règles sont très simples. Je donne aux participants une phrase de départ et ils vont chacun à leur tour venir ajouter la phrase suivante pour former une histoire. Ils n'ont pas le droit d'effacer ce qui est déjà écrit, on est donc bien dans un système cumulatif où les contributions vont s'accumuler au fil du temps. J'étais tranquillement en train de me préparer des spaghettis quand le téléphone sonna. Je pensais que c'était lui, j'avais peur, mais ce n'était que la sonnerie du minuteur pour la cuisson. Les bruits du quotidien me ramènent toujours aux mêmes souvenirs. Les bleus sur mon corps me rappellent ses coups. Mais j'ai pris une décision. Ces coups seront les derniers. Tout s'est passé très vite. J'ai attrapé le premier objet que j'avais sous la main pour lui asséner le coup fatal. Il n'a pas souffert. Je le regretterai peut-être. Le plan était sûr, froid et méthodique. Effacer les traces, faire disparaître le corps et disparaître à jamais. J'ai d'abord pensé à le dissoudre dans la baignoire avec de l'acide, mais je n'ai pas assez d'argent pour en acheter autant. J'ai donc décidé d'appeler mon ami pour qu'il m'aide à me débarrasser du corps. John. Il est le seul à connaître mon histoire, ma vie, mes doutes, mon amour, mon impuissance et mes coups. Il est le seul en qui j'ai confiance. Malgré l'horreur de ce que j'avais commis, il ne me jugea pas et s'empressa de m'aider en effaçant les traces. Je sais que ce secret restera entre nous. Au total, on a écrit 4 nouvelles en utilisant cette méthode. Vous venez d'en écouter une qui était pas mal du tout. Elles commencent toutes par la même phrase, mais évidemment, elles sont parties dans des directions complètement différentes. Il y a une des histoires, par exemple, où on se rend compte que le narrateur, en fait, il participe à Top Chef. Et il y en a une autre qui se termine par une course-poursuite dans la ville. Si vous voulez les lire, je vous mets un lien en description pour pouvoir y accéder. Pour la prochaine branche de notre classification, on va s'intéresser aux œuvres non cumulatives, donc où chacun a le droit d'effacer ou de corriger ce que les précédents ont fait. Un peu à la Wikipédia, si vous voulez. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de la fameuse expérience Airplace qui s'est déroulée au mois d'avril dernier. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une gigantesque toile numérique qui contient 4 millions de pixels, où chaque internaute a le droit de changer la couleur d'un pixel toutes les 5 minutes. Au total, 6 millions de personnes ont participé à sa création, et le résultat est assez fascinant. Ici, on est bien dans une œuvre non cumulative parce que n'importe qui a le droit de modifier ce que les prédécesseurs ont fait. D'ailleurs, on peut visualiser ces modifications. Cette image, par exemple, montre les régions de la toile où la couleur des pixels a été le plus souvent modifiée. Plus c'est rouge, plus la couleur a changé, et vous voyez qu'il y a des zones très instables, comme le fameux coin inférieur gauche, où les couleurs des uns étaient constamment remplacées par celles des autres. On appelle ça une guerre d'édition, et c'est un phénomène qui est très commun dans les œuvres non cumulatives, qu'on retrouve souvent sur Wikipédia par exemple, parce que la foule n'est pas d'accord sur un aspect particulier de l'œuvre qui va osciller en permanence entre différentes versions. On verra d'ailleurs un exemple de ça dans une expérience tout à l'heure.
Alors dans cette catégorie décentralisé non cumulatif, on peut distinguer un nouvel embranchement selon la présence ou l'absence d'interaction sociale. On va commencer sans interaction. Pour le coup, c'est assez simple. Les contributeurs se succèdent, par exemple sur un dessin, et chacun a le droit d'ajouter quelque chose ou de modifier ce qui existe déjà. Il n'y a pas d'interaction sociale cependant, ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de se parler, de communiquer ou d'interagir directement. Salut. Du coup, là, tu es sur l'atelier où tu dois continuer le dessin de quelqu'un. Oui. Pas juste de quelqu'un, en plus de plusieurs personnes qui sont passées avant toi. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 dessinateurs avant toi. Et n'oublie pas que tu as la possibilité d'effacer s'il y a un truc qui te plaît pas. Alors, je vais regarder ce que ça donne avec un groupe de 12 participants. Ok, c'est parti. Donc, le premier, lui, il tente un arbre qui saigne. C'est un peu chelou. Le deuxième, lui, il partit sur nuage, pluie, orage. Ok. Le troisième efface un petit peu. Il rajoute quelques détails, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un rocher ? Bon, c'est pas ouf, hein. On va pas vendre ça sur le marché de l'art. En même temps, les gars, ils dessinent avec le pavé tactile d'un ordi portable, donc faut pas trop non plus s'attendre à Léonard de Vinci, quoi. Un arc-en-ciel ! C'est un arc-en-ciel, en fait. Bah, c'est pas mal. C'est pas horrible, quoi. C'est plutôt pas mal, non ? Voilà. Bon, je voulais juste illustrer la méthode. Donc, à nouveau, on en a fait plusieurs comme ça, et je vous mets un lien en description pour voir les autres. Voilà, alors si on veut libérer toutes les contraintes, eh bien on peut passer dans cette branche avec des interactions sociales. Alors là, il n'y a plus aucune limite, on met juste des gens ensemble et on leur dit de se débrouiller. On va le faire d'abord avec un texte. On prend un groupe assez grand, genre 40 personnes, on les met ensemble sur un document commun et on leur demande d'écrire une histoire. Vous voyez le document qui est devant vous? Il vous impose seulement 2 petites contraintes. La première contrainte, c'est le titre de cette histoire. Normalement, vous devez le voir, c'est écrit « Le dernier homme ». La seconde contrainte, c'est la première phrase de l'histoire. À partir de là, vous êtes tous connectés en même temps à la même histoire. Donc si quelqu'un tape un mot, tous les autres dans votre groupe vont voir ce mot apparaître. Ce qui fait que vous allez avoir quelques problèmes de coordination, très probablement. Au début, ça va être le bazar. Débrouillez-vous. Oui, mais c'est le principe. Qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce graphique montre le nombre total de mots que contient l'histoire que la foule est en train d'écrire. Après 5 minutes d'écriture, le texte n'a ni queue ni tête. C'est un agglomérat de tentatives d'écriture, de notes personnelles et de blagues. On peut voir une proposition de plan et des notes directement écrites dans le document que les participants se laissent pour se coordonner. Après 15 minutes environ, la longueur du document se stabilise. Les participants arrêtent d'ajouter de nouvelles idées et se concentrent plutôt sur la cohérence de l'histoire. L'œuvre commence à prendre forme. Au début, quand j'ai lancé l'instruction, les participants, ils étaient contents de participer, ils étaient chauds et tout, quoi. Et du coup, tout le monde s'est mis à écrire plein de choses en même temps. Le document, il s'est rempli à toute vitesse, avec des phrases un peu incohérentes. Genre, tout le monde écrivait ses idées, ses phrases, et tout. Là, ça s'est ralenti. Et en fait, le document, maintenant, il est en train de se structurer progressivement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris le lead et c'est son histoire maintenant. C'est parti. Au départ, ils sont super bien organisés. J'ai même vu un binôme qui a dit « Nous, on va juste se spécialiser dans la correction des fautes d'orthographe. » Et c'est exactement ça qu'ils doivent faire. Ils doivent se spécialiser. Mais il n'y a pas de chef pour dire « Toi, tu vas être spécialiste en orthographe, toi, tu vas être spécialiste là. » En fait, c'est une sorte de spécialisation, mais auto-organisée, quoi. Pourquoi mais tu dois battre avec Hector, mais ça n'a pas de sens. Ah, mais il y a un truc avec un chien, Hector. Le temps est presque écoulé, donc je vais devoir aller les arrêter. Il ne reste que quelques secondes, mais le groupe est incapable de se mettre d'accord sur la fin de l'histoire. On assiste à une véritable guerre d'édition entre 2 versions. Le chien qui accompagne le héros va-t-il réussir à ouvrir la porte ou va-t-il finir en hot dog? Il se passe un truc là. Et c'est fini, on s'arrête. Yes, bravo. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi vous avez tous été très contents à la fin? Ah, il y avait une petite guerre. Vous n'étiez pas d'accord sur la fin? Comment vous êtes mis d'accord? Vous avez essayé de voter ou bien c'est juste au plus fort, quoi? Ok, au plus fort. Pour cette expérience, il y avait 2 groupes en parallèle d'environ 40 personnes chacun. On a donc produit 2 histoires et elles sont en accès pour que vous puissiez les lire. Alors on peut utiliser le même principe pour faire un dessin.
Cette fois, j'ai fait des groupes plus petits de 10 personnes qui sont installées chacun devant un ordinateur avec un logiciel de dessin. Il y a un document partagé et c'est parti. Vous êtes absolument libre pour vous organiser comme vous le souhaitez. Vous avez un thème du coup, c'est essaim, troupeau et nuée. Comme les interactions sont libres, les participants commencent spontanément par se regrouper pour établir un plan. C'est exactement ça la particularité de cette partie de l'expérience, de cette variante de l'expérience, c'est qu'on leur donne la possibilité justement de communiquer. Et ça c'est une force évidemment pour se coordonner. Le fait de pouvoir interagir avec les autres, ça donne évidemment une direction commune et une meilleure cohérence à l'œuvre finale, mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal avec cette approche. En fait, quand on enlève toutes les contraintes et qu'on laisse le groupe libre de s'organiser comme il veut, eh bien au fil du temps, on voit apparaître une sorte de chef dans le groupe qui va coordonner le travail des autres. Une forme de centralisation en quelque sorte. Quand c'est à la fin, en fait, par exemple, si on fait un paquet vert, un paquet jaune, et qu'à la fin, il y a une nuée de... En fait, c'est comme si tout au bout de l'embranchement des techniques décentralisées, eh bien, on retombait sur une technique centralisée. Sauf que cette centralisation, elle apparaît naturellement pendant la réalisation de l'œuvre. C'est pas vraiment une surprise, hein, c'est dans la nature humaine de toujours vouloir centraliser les choses, et c'est ce qui se passe naturellement quand on laisse le groupe libre de s'organiser comme il veut. Allez, on passe tout de suite à la dernière expérience. Pour ce dernier exercice, je vais leur demander d'écrire un texte un peu particulier. En l'occurrence, vous allez essayer d'écrire quelque chose de vrai, mais que vous ne connaissez pas. Donc vous allez devoir essayer de deviner la vérité. Et ce quelque chose que vous allez essayer d'écrire, c'est ma biographie. Ils ont donc 20 minutes pour mettre en commun leurs connaissances et essayer d'écrire le plus de choses possible sur ma vie, un peu à la manière d'une page Wikipédia. Il y a donc une contrainte assez forte ici, c'est qu'il faut que le résultat soit le plus proche possible de la réalité. Les participants sont divisés en 2 groupes de 40 personnes environ, et ils vont donc produire 2 documents différents que je pourrai ensuite comparer. Ok, allez, on commence. Top. Il fait pas 1m74, pas possible. Ah, il est pas si grand. Ah, c'est en fonction des cheveux, quoi. Par contre, toi, 59 kg, faut arrêter le bullshit, là. Moi, je fais 60 kg, je pense qu'il est plus lourd. Tu sais qu'un groupe de rock. Ah, j'avoue, Zikos. Carrément Zikos. J'avoue, carrément, ouais. Ouais, c'est bien. Ah non, non, ça c'est faux. À 17 ans, il intègre un groupe de rock en tant que batteur. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je sais pas s'il y a des enfants. On dit à Paris, ce qui lui a donné l'envie. Il vient d'Avignon. Vous êtes sûr qu'il vient d'Avignon? Bon, il ne sait pas nager, peut-être, je sais pas moi. Astigmates. Non, je ne cherche pas d'infos dans mes yeux, je vais rien te dire. Ingénieur en informatique à Nantes. Ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup d'informatique quand même, tu vois, un côté assez... Il aime la science, les tomates cerises et les pâtes à la sauce tomate. Ça va être marrant, je vais aller leur parler un peu. Qui a eu l'idée? Qui a créé la photo? Ah, il y a quelqu'un là, Mais qu'on sait pas. Mais voilà. Donc en fait là ils sont en train d'essayer de deviner mon âge. Ils ont lancé une sorte de sondage en direct où ils mettent des petits plus s'ils pensent que je suis né telle année. La bonne réponse c'est 1981. Mais là ils sont tous en train de voter pour 1986. Donc ils me donnent 5 ans de moins que mon âge, ce qui me fait plutôt plaisir. Ouais. 69 kilos, mais non. 78, j'y crois moyen. De quoi? De la taille? Ouais. Merci, c'est la fin du temps réglementaire. Je pense que vous avez réussi. Pour le groupe 2, c'est où mon lieu de naissance? Avignon. À Avignon, ok. Et pour le groupe 1, c'est où mon lieu de naissance? À Casablanca. Donc vous n'êtes même pas d'accord sur le pays. Là, on a la France et là, on a le Maroc. Je suis né au Maroc. Mais pas à Casablanca. Alors, je suis effectivement né en juillet 81 au Maroc et j'ai une sœur qui est professeure d'histoire au collège. Je sais pas comment ils savent ça, mais oui, c'est vrai. Par contre, c'était pas le 9 juillet, c'était pas à Casa et j'ai pas de frère, donc ça, c'est faux. Bon, allez, je vous mets les 2 versions corrigées à disposition. Cette expérience, c'était juste pour le fun, mais vous verrez, il y a des trucs marrants et des trucs un peu étonnants aussi. Voilà, alors ce sont des recherches qui peuvent inspirer de nouveaux moyens de création artistique, mais en fait, c'est pas seulement ça. En réalité, il y a aussi une perspective appliquée très importante dans le domaine de l'intelligence collective. J'ai par exemple mentionné Wikipédia à quelques reprises dans la vidéo, et on sent bien que si on arrive à trouver un moyen pour stimuler la créativité d'une foule, eh bien on pourrait aussi s'en servir pour trouver des solutions originales à des problèmes complexes. D'ailleurs, la classification que je vous ai montrée, en fait, elle a été développée initialement dans le domaine de l'intelligence collective, et moi je l'ai juste adaptée aujourd'hui à la création artistique pour cette vidéo. Retenez en tout cas qu'il y a une portée qui est un peu plus large que seulement de produire des œuvres d'art collectives.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec les abonnés qui étaient présents. Je remercie mes deux invités, Axel de la chaîne Heliox et Arnaud de Stupid Economics. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ce qu'ils font, c'est vraiment chouette. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Je pense sur la rédaction de l'histoire, c'était assez impressionnant de voir les idées fusées de partout, de me retrouver à essayer de faire que les phrases soient plus jolies, au lieu de rajouter des idées ou des choses comme ça, c'était efficace on va dire. On avait des gens qui écrivaient, des gens qui corrigeaient l'écriture. Tout le monde prend bien sa place tout de suite par rapport au caractère, à la personnalité de chacun. Moi qui aime la psychologie, j'ai trouvé ça particulièrement chouette. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Audible. En utilisant le lien en description, vous aurez 2 mois d'abonnement offerts et après ça coûte 9,95 € par mois. Mais vous pouvez résilier quand vous voulez, c'est sans engagement. Allez, à bientôt.